Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. C'est promis, la prochaine fois, enfin une des prochaines fois, je changerai d'emplacement parce que je suis toujours devant cette cheminée en bois sculpté et cela doit commencer à vous lasser. Mais je tiens à ce qu'on la voie finalement cette cheminée puisque c'est un hommage rendu à une de mes voisines, du moins à la nièce de celui qui a fait construire cette maison en 1929. Maryse Girard Tarerias, qui est décédée dans la semaine, malheureusement. Voilà, c'est une manière de lui rendre hommage à ma façon. Mais je vais revenir à Martine Carole. D'ailleurs, Maryse Girard, elle s'appelait, la dame qui était la nièce du constructeur de la maison, comme Maryse Harley, le premier pseudonyme de Martine Carole, en fait. Alors, dans Caroline Chéry, vous savez qu'il y a la maison Belhomme, le docteur Belhomme. C'est Raymond Souplex, un rôle extraordinaire. C'est Raymond Souplex qui sauve les nobles de la guillotine finalement en prétendant qu'ils sont malades. Les nobles payent des sommes faramineuses pour y échapper à cette guillotine. Alors il y a Caroline de Bièvre, alias Martine Carole. Il y a une duchesse aussi, dont j'ai oublié le nom, mais c'est Yvonne Debray qui incarne cette duchesse notamment, et il y a d'autres gens plus ou moins riches qui habitent dans des pièces somptueuses ou dans les combles. Alors, la maison Belhomme, on en parle dans ce livre de Michel de Necker que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, j'ai lu dans le train il n'y a pas très longtemps, qui s'intitule La Veuve Égalité. La Veuve Égalité, c'est la duchesse d'Orléans. C'est la mère, la maman de Louis-Philippe, Ier roi des Français. Et donc, elle est restée un certain temps dans la maison Belhomme, où elle a payé pour échapper à la guillotine, finalement, elle aussi. Et après, Belhomme, d'ailleurs, a été arrêté, et c'est sa femme qui a tenu la maison. Mais je ne vais pas citer cet auteur, puisque je risque d'avoir des problèmes de droit d'auteur, et on va sucrer ma vidéo, donc je ne voudrais pas qu'on fasse ça. Enfin, je vous conseille ce livre, un bon livre de Michel de Necker, La Veuve Égalité. C'est intéressant, j'ai bien aimé ce livre, puisqu'il parle de ce personnage, de cette duchesse d'Orléans, sans trop l'idéaliser, sans non plus trop la critiquer. On a un portrait qui me semble relativement fiable, enfin, il donne l'impression. Après, il faudrait que j'en lise d'autres sur la question. Il ne faut jamais se contenter d'un seul livre sur un personnage, à mon avis. Alors, par contre, je peux citer un auteur sans courir le risque de devoir lui payer des droits d'auteur, puisque cet auteur, c'est un certain Pierre Calmar, c'est-à-dire c'est moi. Et oui, mes livres ennuyeux, mais ils sont peut-être intéressants après tout. On n'arrête pas de me critiquer, dire que je ne suis pas compétent, j'écris des vers hermétiques, qui ennuient profondément, qui sont écrits trop savamment, qui utilisent trop d'imparfait du subjonctif, qui manquent de style. En même temps, enfin, on me reproche tout et son contraire. Enfin, globalement, j'ennuie mes lecteurs. Sauf pour celui-là. Je pense que j'ai intéressé quelques lecteurs à Une comtesse des ténèbres, Les tiroirs de la comtesse Caroline de Choiseul, dame de la duchesse d'Angoulême, Madame Royale, et dame d'honneur de la duchesse de Bordeaux, comtesse de Chambord. D'ailleurs, la superbe jeune femme que vous voyez sur la couverture, c'est la comtesse de Chambord, alias la duchesse de Bordeaux. C'est une archiduchesse d'Autriche-Est. Et donc, je vais vous lire un passage qui concerne la maison Belhomme, qui est évoqué dans Caroline Chéry, pour vous démontrer que ce film de Richard Potier, dialogué par Jean Anouilh, et incarné par une série incroyable d'acteurs de talent, Martine Carole en tête, évidemment, reproduit la réalité. Ce n'est pas du tout un film pseudo-historique comme on l'a prétendu. Alors, je parle dans cet ouvrage notamment des structures religieuses puisque je traite de l'éducation des femmes depuis les origines et surtout à partir du XVIIe siècle au XVIIIe et au XIXe également. Les nouvelles structures religieuses. De nouvelles structures religieuses voient le jour dès le début du XIXe siècle. Leur principal objectif est de rechristianiser le monde. En voici quelques exemples. La Société du Sacré-Cœur. C'est Madeleine Sophie Barra qui fonde la Société du Sacré-Cœur, destinée aux pauvres comme aux riches, se couvant en relation avec le monde royaliste, reçoit essentiellement des jeunes filles issues de la haute société.
Une première maison ouvre à Amiens en 1801, puis une autre à Grenoble en 1804. 3 autres maisons sont fondées à Poitiers, Niort et Gand. Entre 1840 et 1845, le Sacré-Cœur se propage en Europe, et notamment en Italie, puis gagne l'Amérique et l'Afrique du Nord. Les méthodes et les contenus pédagogiques. Les méthodes et les contenus de ces congrégations ne diffèrent pas réellement de celles des autres couvents. On enseigne la piété, mais, dit-on, sans les affaîtries que l'on retrouve ailleurs. On accorde une large part aux arts d'agrément. Le Sacré-Cœur veut que la femme soit formée pour la vie dans le monde. Les langues anciennes et étrangères sont facultatives. On travaille l'économie domestique, donc l'économie ménagère, et les travaux d'aiguille. La durée moyenne des études est de 4 ans, suivent 1 ou 2 années de cours complémentaires. Beaucoup de filles sont envoyées pour préparer leur première communion. On ignore précisément le contenu des enseignements car les manuels sont élaborés par les religieuses et les élèves ont pour consigne de ne pas les rapporter chez elles. Une élève, la comtesse d'Agoult. La comtesse d'Agoult, 1805-1876, femme de lettres, alias Daniel Stern, à qui on doit des romans, des essais et des ouvrages historiques, y fut élève de 1819 à 1821. Elle estime qu'on n'y enseigne pas une théologie solide et que l'on n'y expose pas les dogmes de manière rationnelle. Marie d'Agoult, lors de son arrivée, est placée directement, à sa grande surprise, dans la classe la plus élevée, composée de 5 élèves dont 2 seulement connaissent l'orthographe. Un établissement religieux renommé. En 1847, cette institution est considérée comme faisant partie des meilleurs établissements religieux, avec les Oiseaux sous l'autorité de la Congrégation Notre-Dame, la Congrégation des Sœurs Sainte-Clotilde, la Congrégation des Religieuses de l'Assomption, la Congrégation de la Mère de Dieu. Alors venons-en à la partie réellement qui va nous intéresser, c'est-à-dire la maison Bel-Homme, enfin les locaux de la maison Bel-Homme du moins. Les locaux sont ceux d'un hôtel particulier édifié en 1775. On lui a donné ce nom en référence à la passion d'un de ses propriétaires pour les oiseaux exotiques qu'il hébergeait dans de larges volières placées dans le jardin situé à l'arrière du bâtiment. On appelle ça le couvent des oiseaux. Pendant la période révolutionnaire, on transforme l'hôtel particulier en une sorte de prison modèle qui héberge les nobles fortunés. Nous y voilà. Pour un prix de pension exorbitant, les nobles peuvent ainsi plus facilement échapper à la guillotine. Sur une durée de plus de 6 mois, sur les 160 personnes qui s'y sont trouvées enfermées, 2 seulement sont exécutées. Mais tout a une fin, et une charrette viendra finalement prendre tout ce monde pour le conduire à la conciergerie. Cet épisode apparaît notamment dans Caroline Chérie de Jacques Laurent et sera reproduit dans le film que Richard Potier, 1906-1994, réalisera en 1950 et il sortira en 1951. Voilà la fondation du couvent, encore quelques éléments. Marie-Thérèse Félicité Binard, mère Marie-Euphrasie en religion, fonde un pensionnat en 1807 qui déménage une première fois en 1812 et une seconde fois en 1818 dans les locaux de l'hôtel des Oiseaux. Elle reprend, en les adaptant, les règlements du Sacré-Cœur. En 1848, l'établissement compte 240 pensionnaires encadrés par 118 religieuses et 16 professeurs externes. La pension annuelle est de 1800 francs, mais les sœurs donnent aussi des cours gratuits à des enfants pauvres. Les pensionnaires disposent de 100 pianos. Fermés en 1904 à la suite de la suppression des congrégations, les locaux accueilleront brièvement une école d'art fondée par Henri Matisse, 1869-1954, avant d'être sottement démolie en 1909 et remplacée par un bâtiment de style haussmannien. Voilà, une comtesse des ténèbres. C'est Pierre Calmar, c'est de moi. Moi, je suis pas mal, hein, flûte. J'en ai marre d'être considéré toujours comme une nullité, mais ça suffit, hein. Vous allez arrêter, s'il vous plaît. Vous autres pervers narcissiques, qui me poursuivez sans cesse. Tels les hommes après Martine Carole. Bon, je n'ai pas sa blondeur ni sa jeunesse, hein. J'ai quelques années de plus, mais quand j'étais jeune, rassurez-vous, je n'étais pas si mal. Hein. Certains pourront en témoigner. Bon, tout cela pour dire que ce film a des fondements historiques, ce n'est pas de la pseudo-histoire comme on le prétend trop souvent. Simplement, l'histoire au cinéma doit être divertissante, et ce film est divertissant, bien construit, excellemment interprété, et il y a
assez peu de faiblesses dans le film finalement. Les acteurs sont tous excellents. Il y a vraiment une série d'acteurs extraordinaires. Raymond Souplex, Yvonne Debray, Martine Carole évidemment, Jacques Dacmine, Marie Déa. Il y a même la future baronne de Rothschild qui double Martine Carole. Apparemment, pourquoi? On ne sait pas. Dans une scène de nu. Bon. Qui on a d'autres dans ce film? Rappelez-moi. Jeanne Marken. On a aussi celle qui joue dans Goupil Main Rouge, dont j'ai oublié le nom. Jacques Varenne. Enfin, il y a plein d'acteurs et c'est vraiment bien joué. Et le noir et blanc crée un mystère qui est particulièrement séduisant. Rappelez-vous la scène du grenier, comme elle est féerique. Et avec cette scène où il y a le tableau de Dieu et Martine Carole se demande si c'est bien séant de dormir dans le lit d'un homme qu'elle ne connaît pas. Elle ne couche pas avec, hein, ça reste très chaste. Voilà. Et donc ce film, on lui a reproché d'être très marqué à droite, c'est faux. Il est vrai que la Révolution en prend un coup, notamment Caroline qui dit à un moment donné prendre la Bastille, ils vont pas savoir quoi en faire, quoi. Enfin, ils vont bien être embarrassés maintenant, ils vont pas savoir quoi en faire. C'est vrai que c'est un peu olé olé, enfin, elle prend les choses un peu par-dessus l'épaule, mais en même temps, les nobles sont très malmenés eux aussi, donc tout le monde en prend pour son grade, hein. Et je trouve que c'est un bon film. C'est pas le meilleur film de Martine Carole, évidemment, mais c'est un bon film. Ça reste un bon film avec ses défauts et ses qualités, avec des moments extrêmement poignants, je dois dire, et d'autres assez enlevés, amusants et piquants. Voilà, j'aurai l'occasion d'en reparler de toute façon. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.